Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président. Sorry for this. Good morning. Je m'excuse. Rebonjour à tous. Rebonjour, Monsieur Bomblé. Je vais donner la parole à Monsieur Jacobs. Bonjour, docteur Bomblé. Bonjour. Donc nous allons continuer sur le rapport sur lequel nous étions avant la pause. Donc vous indiquez à la page 0123 du rapport, qui est la page 3. J'ai procédé à l'examen médical 2, et je ne dis pas le nom, le 22 octobre 2013 à 14h15, en présence d'un enquêteur de la CPI. L'examen clinique proprement dit s'est déroulé en ma seule présence. Donc quand vous dites l'examen clinique proprement dit s'est déroulé en ma seule présence, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous voulez dire? Okay. Il s'agit de la partie d'examen physique de la victime. Donc l'enquêteur était présent lors de l'anamnèse ou de l'examen neuropsychologique? Absolument. Est-ce que la confidentialité de l'examen médical n'aurait pas exigé que l'enquêteur soit absent pendant tout votre examen médical? Mais confidentialité par rapport à qui? Donc l'enquêteur est... Je le vois comme un représentant de l'autorité judiciaire qui me requiert elle-même. Donc de toute manière, il n'y a pas d'information que je puisse dissimuler à un représentant de celui qui me requiert. And in any case, this is Le juge président. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'il était présent. L'évaluation dépend ensuite de vous. Donc il me semble pertinent d'établir si, dans le rapport du médecin au patient, il est habituel que pendant une évaluation psychologique, par exemple, le patient ne soit pas seul avec la personne qui l'évalue et qu'il y ait un tiers de présent qui ne soit pas médecin. yes. Savoir si c'est pas une question d'avis, c'est une question de déterminer si c'est une méthodologie conforme. Well, that's your. Le juge président, c'est votre évaluation de savoir si c'est le cas ou non. La question était de savoir si le témoin expert était présent ou non. Il était présent et ensuite vous pouvez tirer vos conclusions. Ce n'est pas à l'expert de tirer ce type de conclusion et d'exprimer son avis à ce sujet. Veuillez continuer. Donc je continue. À la page 0126, qui est la page 6 de votre rapport, concernant les antécédents de la personne, vous indiquez « Au plan médico-chirurgical, la personne signale uniquement un antécédent de paludisme dans l'enfance. Elle n'a jamais eu d'autres accidents ou de fractures. Elle n'a été hospitalisée que pour ses 5 accouchements. » Donc vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas vu le dossier médical complet de cette personne, donc vous n'avez pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. De manière indépendante, donc il n'y a pas plus fiable sur les antécédents médicaux que la patiente elle-même ou le patient lui-même. D'accord. À la page 0133 de votre rapport, au paragraphe 10, donc dans vos conclusions, la page 13, la dernière page de votre rapport,
vous indiquez que la personne présente des séquelles dommageables importantes, aussi bien physiques que psychiques, de l'événement du 17 mars 2011 et de ses suites, qui justifient de retenir une incapacité permanente de travail personnel. Alors, première question là-dessus, monsieur le témoin. Vous parlez des séquelles dommageables de l'événement du 17 mars 2011. Donc, est-ce que votre examen vous a permis de dater de manière scientifique et médicale la date des blessures de la personne? Bien entendu que non. Vous connaissez la réponse. Cette date, elle m'est communiquée. Merci. Et quand vous parlez d'incapacité permanente, est-ce que vous vous référez à une grille d'incapacité particulière? Je ne vois pas à quelle grille vous faites allusion. Il faudrait que vous précisiez votre question. Il me semble qu'il existe en France ou en Belgique des barèmes de calcul d'incapacité ou d'invalidité selon les pathologies pour déterminer la nature ou de l'incapacité suite à une blessure ou un accident. Est-ce que vous êtes référé à un tel barème? Non. Il n'y a pas de référence demandée à un barème quelconque dans le cadre de n'importe quelle procédure pénale, à ma connaissance, puisque vous faites allusion à la Belgique et à la France, c'est comme ça. On ne chiffre pas une incapacité dans le cadre d'une incapacité permanente au pénal. Donc il suffit de dire s'il en existe ou non. Donc juste pour bien comprendre, c'est votre avis de médecin et vous ne faites pas référence à quelconque source extérieure pour déterminer la nature de l'incapacité ou son étendue. Non, donc c'est pas un avis de médecin, c'est un avis de spécialiste en médecine légale. Et donc il suffit de dire sur la base des séquelles médicales dommageables si ces séquelles peuvent justifier une incapacité permanente. Merci, monsieur le témoin. Alors, je passe à un autre point. Donc, vous indiquez dans votre rapport à la page 0127, donc c'est la page 7 de votre rapport, que vous avez fait une évaluation sur le plan neuropsychologique. Est-ce qu'une telle expertise rentrait dans le cadre de votre mission ? Tout à fait. J'avais d'ailleurs été informé à ce sujet verbalement une fois encore. On m'avait demandé d'envisager d'évaluer l'existence, dans certains cas ou non, de syndrome post-traumatique. Et donc ça fait partie de n'importe quel examen médico-légal d'approfondir cet aspect. Nous ne sommes pas tenus de uniquement nous limiter aux conséquences physiques, mais également psychiques. J'aimerais qu'on affiche le document. J'aimerais qu'on affiche le document CIV-OTP 0059 0118. C'est l'onglet numéro 3. C'est notre liste de notifications. Il s'agit de la lettre de mission que vous avez reçue pour l'examen de cette personne. Donc si on va en bas de la page 0118, nous voyons la liste de ce que vous est demandé, de ce qui vous est demandé, ainsi que le haut de la page 0119.
Le haut de la page 0119, la page suivante. Donc si on regarde cette liste, il semble que l'on vous demandait de regarder les blessures physiques de la personne et ses conséquences et de ses origines, mais absolument, il n'y a pas de mention d'un examen neuropsychologique. Oui, comme il n'y a pas nécessairement mention d'une prise de sang ou d'un avis radiographique, dans tous les cas, n'oubliez pas qu'au point 3, on me demande d'examiner la victime sur le plan médical. Et c'est écrit en toutes lettres de décrire les blessures qu'elle dit avoir subies le 17 mars 2011. Je ne pense pas qu'on puisse limiter le mot blessure à des blessures physiques. Il y a des plaies psychiques aussi. Ce que vous nous dites, c'est qu'il est accepté que quand on demande de décrire des blessures d'une personne, ça inclut nécessairement les blessures psychiques, dans le cas d'une expertise. Si elles sont présentes, pourquoi ne pourrais-je pas en parler? Can we blame, Le juge président, on ne peut pas reprocher à l'expert d'avoir fait un tout petit peu plus que ce qui lui était demandé. C'est une question de rhétorique que je vous adresse. Président, vous nous avez dit hier, et la référence sont les transcrits du 6 décembre, page 23, ligne 21. J'insiste, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas expert en évaluation mentale, mais j'ai l'habitude des examens mentaux dans le cadre de mon métier. Est-ce que, puisque vous n'êtes pas expert dans cette matière, vous n'auriez pas dû référer la personne, en cas de soupçon de problèmes mentaux, à une personne habilitée à faire ce genre d'évaluation ou de diagnostic? J'ai bien dit hier, effectivement, que je n'étais pas psychiatre et donc je ne me permettrai pas de faire une étude psychiatrique approfondie d'un cas, même si j'ai vu beaucoup de malades mentaux dans ma vie. Mais j'ai bien précisé que dans le cadre d'un bilan de séquelles traumatiques, quand la victime indique des symptômes typiquement post-traumatiques, qui ne sont pas nécessairement compréhensibles uniquement par des psychiatres, mais par tout médecin, il dit que je devais les reprendre dans mon rapport, mais que pour tenter d'avoir une approche la plus objective possible, j'ai soumis ces personnes-là à un test d'évaluation, d'objectivation d'un syndrome de stress post-traumatique, d'un syndrome post-traumatique. Et donc il s'agit d'un outil à la disposition de tout le monde, de tout psychologue, de tout médecin, et que je n'ai pas utilisé au-delà de ce qu'il est censé apporter comme information. Ce n'est pas un diagnostic psychiatrique pointu, c'est une évaluation de l'intensité des souffrances post-traumatiques d'ordre psychique que présente une personne. Bien sûr, dans un monde idéal, on aurait pu référer ces personnes à un psychiatre qui a l'habitude des situations post-traumatiques, qui a l'habitude des expertises psychiatriques, mais vous connaissez les conditions de temps dans lesquelles nous devions travailler. Et par ailleurs, j'estimais que les informations que j'avais recueillies étaient suffisamment pertinentes et suffisamment précises que pour répondre à ma mission. S'il s'était agi de proposer un pourcentage d'incapacité,
Là, j'aurais souhaité définitivement un avis psychiatrique. Alors, monsieur le témoin, vous venez de nous dire que je connais les conditions de temps dans lesquelles vous deviez travailler. Je ne les connais pas. Donc, vous n'aviez pas tout le temps dont vous auriez souhaité disposer pour faire vos expertises? Mais je les ai déjà évoqués tout à l'heure, maître. J'ai dit que nous avions un timing, un programme, et que nous consacrions déjà pratiquement une demi-journée par personne examinée, avec toute la procédure qu'il fallait mettre en branle. Dans ce timing, arriver à trouver un expert psychiatre qui réponde aux conditions que je viens de formuler, arriver à le convaincre de répondre à une demande d'avis, arriver à ce qu'il dégage son agenda pour recevoir ses patients, ça nous paraissait utopique. Quand bien même cela m'aurait paru indispensable, ce qui n'était pas le cas. Alors, j'aimerais que vous nous parliez brièvement du test que vous avez fait subir à la personne, à laquelle vous avez soumis la personne. Donc, je reviens à la page 027 de votre rapport. Quelle page, excusez-moi? Donc, c'est la page 6, pardon. Ah non, pardon, la page 7. Donc vous dites que la personne s'est vu proposer un test IES-R. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce test? Donc j'ai donné en quelques mots l'explication de ce que représente ce test. Donc ce sont des tests sommaires, à formulation sommaire, qui proposent une série de questions. Dans ce cas-ci, il y a 22 questions, exactement, et qui se rapportent à des difficultés, des symptômes qu'une personne est susceptible de présenter, de ressentir à la suite d'un événement vécu comme stressant. La réponse positive n'est pas obligatoire, donc la réponse peut être 0 dans le cas présent sur une échelle de 4. Et donc on invite la patiente à se situer dans cette échelle par rapport à ces 22 questions. Si elle ne comprend pas la question, on la répète, éventuellement on la lui explique ou on la formule d'une autre manière, jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'elle ait bien saisi la question. Et puis on établit un score qui donne une idée de l'intensité de ce syndrome, étant entendu que pour chacun de ces tests-là, il existe un cut-off, c'est-à-dire il y a un niveau autour duquel s'articulent des cas, je dirais, borderline, et un peu au-dessus ou un peu en dessous. Et donc, lorsqu'on est rigoureux dans l'utilisation de ces tests, on considère que ces cas borderline ne doivent pas être pris en compte au titre de syndrome post-traumatique. Donc, le test apporte de l'objectivité, mais dans son utilisation, il y a une rigueur qui consiste à dire quand on n'est pas dans une zone suffisamment significative par rapport au score à obtenir. Alors, est-ce que ce test prend en compte des variations d'ordre contextuel? Par exemple, s'il y a eu un conflit armé plutôt que pas de conflit armé? Non.
J'ai dit n'importe quel événement stressant. Est-ce que le test prend en compte des variations d'ordre culturel, en fonction, par exemple, de la zone géographique d'où vient la personne? C'est-à-dire que les questions qui sont posées ne sont pas particulièrement liées à des contextes culturels, comme vous dites. Ce sont des questions extrêmement simples qui concernent le rythme cardiaque, les palpitations cardiaques, la qualité du sommeil, des choses pareilles. Donc la réponse est non pour être court. Merci. Est-ce que le laps de temps écoulé entre l'événement allégué et le moment où vous faites le test peut affecter les résultats? Oui, bien sûr, il est probable qu'il y aurait beaucoup plus de ces syndromes post-traumatiques si on les prenait en charge sur le plan analyse médicale et diagnostic de manière précoce. Et au plus tôt on s'y prend, mieux c'est. On considère que le syndrome est surtout manifeste dans les 6 premiers mois après l'événement traumatique. Après, beaucoup se négativisent parce que quelque part, il se résorbe spontanément. Donc, à contrario, je dirais que dans les cas où nous avons retenu le syndrome post-traumatique comme significatif, on peut dire que malheureusement, il était significatif, il a duré, il s'est chronicisé. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas eu de traitement à temps. Hein. On considère que le traitement, la prise en charge psychothérapeutique de ces cas-là raccourcit l'évolution, mais ça ne fait que le raccourcir, c'est-à-dire que ça ne guérit pas la totalité des patients non plus. Alors, vous nous avez dit il y a quelques minutes que lorsque la personne ne comprend pas la question, vous lui expliquez ou la reformulez. Est-ce que le fait de devoir expliquer une question ou de la reformuler ne peut pas influencer les résultats ou les réponses? Dans la mesure où il me semble, juste pour préciser, que ce test est censé être un test d'auto-évaluation. Donc on donne à la personne et qu'elle le remplit elle-même sans influence extérieure. C'est bien entendu un risque, d'autant plus que la compréhension de la langue française n'était pas toujours optimale, mais nous étions conscients de ce risque et nous avons été très prudents dans cette reformulation quand elle s'imposait. Alors vous indiquez pour cette personne en particulier, toujours à la page 01-27, donc la page 7 de votre rapport, au total le score est de 61 sur 88, soit un score moyen pour un syndrome de stress post-traumatique qui peut être retenu dans son cas. Quand vous dites que c'est un score moyen pour un PTSD, avez-vous une source particulière pour cette information? Non, c'est un commentaire personnel qui se situe par rapport au cut-off que je vous ai signalé tout à l'heure. On est largement au-dessus du cut-off, mais on n'est quand même pas au niveau du score maximal qui est proposé. Donc c'est quantitatif, ce n'est rien d'autre que ça. Mais là, quand vous parlez du cut-off du test IES-R, vous ne l'indiquez pas dans votre rapport? Je pense que je n'ai pas indiqué systématiquement, mais on pourrait le retrouver dans d'autres rapports probablement. En l'occurrence, c'est la seule personne pour laquelle vous avez utilisé ce test. Pour toutes les autres, vous avez utilisé un test différent. Et vous indiquez un cut-off pour l'autre test, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Donc ici, nous ne retrouverons pas le cut-off pour ce test précis. Une dernière question sur ce test. Est-ce que vous savez s'il a été conçu à l'origine dans l'optique de diagnostiquer des syndromes de stress post-traumatique? Oh, je ne connais pas l'historique des tests psychologiques personnellement. C'est un test qui est proposé dans la batterie de tests proposés pour les évaluer, mais je ne connais pas l'historique de tous ces tests. Non.
Merci, monsieur le témoin. Est-ce que vous avez gardé une copie des réponses données par la personne aux 22 questions? Il est probable que ça se trouve dans mes archives, oui. Mais c'est une réponse... oui, ce sont des croix dans des carrés. Hein, on coche, ce n'est rien d'autre que ça. Mais vous n'avez pas annexé à votre rapport? Non. Non, il s'agit d'un document de travail personnel. Et c'est le cas pour toutes les autres personnes que vous avez examinées? Vous avez fait passer un test et vous n'avez pas annexé les résultats au rapport? C'est comme ça, oui. Et vous les avez? Vous pouvez les communiquer à la Chambre et aux parties? Mais c'est comme mes notes manuscrites, ce sont des documents de travail. Mais vous pourriez les communiquer à la Chambre et aux parties? Si je les retrouve dans mes archives, oui. And if the chamber Le juge président et si la Chambre en décide ainsi, bien entendu. Évidemment, Monsieur le Président, et dans ce cas-là, nous demanderions que la Chambre demande aux témoins de fournir les documents dont nous avons parlé tout à l'heure, les échanges d'emails pour la mission, ainsi que les documents relatifs aux tests neuropsychologiques aux témoins. of course you can, but it was not done. Le juge président, mais ça n'a pas encore été fait. Nous n'en sommes pas encore à ce stade-là. C'est une éventualité. Et cela dépend de la décision de la Chambre, de savoir si le témoin nous fournira ou non ces documents. Est-ce qu'après l'examen médical d'octobre 2013, vous avez eu d'autres contacts avec la personne examinée? Non, pas du tout. Donc nous allons passer au rapport suivant, qui est le deuxième onglet dans le classeur. Donc c'est le numéro CIVOTP 0059 0367. Est-ce que l'examen médical a eu lieu au même endroit que pour la personne précédente, vu que l'examen a eu lieu le même jour? Si c'est le même jour, c'est probable, oui. Est-ce qu'il était organisé une salle d'attente pour le témoin d'après, pour l'examen? Non, ce n'étaient pas les conditions des examens. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc des demi-journées entières étaient consacrées à un dossier, ce qui impliquait le temps d'amener la personne jusque-là ou de la faire venir, et avec une marge suffisante pour qu'elle ne croise absolument personne. Donc, il n'y avait pas d'attente et il n'y avait pas de salle d'attente. Merci. Alors vous indiquez dans votre rapport, page 0378, donc c'est la page 12 de votre rapport. Concernant, dans la section informations complémentaires, si on peut descendre un peu sur la page, que monsieur a présenté un dossier de pièces médicales intitulé « Scanner naturopathique » portant sur différents systèmes réalisés le 9 septembre 2013 par la clinique du, et je ne donne pas le nom. Ces éléments sortant d'analyses standards reconnues ne peuvent être considérés comme contributifs à la présente expertise. Par contre, des certificats de constat contemporain de l'événement
du 16 décembre 2010 ne nous ont pas été présentés. Fin de citation. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un scanner naturopathique? Non. Et j'imagine que vous n'avez pas gardé une copie de ce scanner naturopathique. Non plus. Mais à part ces documents, si je comprends bien, vous n'avez pas vu le dossier médical complet de la personne. Et plus particulièrement, aucun document en lien avec le 16 décembre 2010. Oui, donc c'est ce que j'ai écrit. Et juste pour confirmer, pour que les choses soient bien claires, concernant la radiographie complémentaire que vous avez fait effectuer, vous confirmez que vous l'avez reçue après votre retour en Belgique et que vous n'avez pas communiqué les résultats à la personne examinée. Je confirme. Et c'est bien le cas pour tous les rapports dont nous parlons. Donc, tous les examens que j'ai fait pratiquer, enfin que j'ai demandé qu'un radiologue pratique ou qu'un biologiste pratique me sont communiqués après mon retour en Belgique. Dans votre rapport, vous indiquez, page 0372, donc c'est la page 6 de votre rapport. Par ailleurs, des douleurs dans la poitrine se sont développées, traitées par des médicaments de nature non précisée, une observation hospitalière lui paraissant prohibitive vu son coût. Fin de citation. Alors, à part la radio du thorax que vous avez fait faire, est-ce que vous avez fait faire un bilan cardiaque ou pulmonaire à la personne? Donc un bilan cardiaque, il n'y avait pas d'indication d'un bilan cardiaque dans le cas présent. Donc ce monsieur, à part cette période post-traumatique, ne s'est plus plaint après de douleurs dans la poitrine. Et dans ses antécédents, il n'y avait aucun signalement de problème cardiaque. Donc mettre en route une grande mise au point internistique cardiologique dans le cadre de ma mission me paraissait pas indispensable. D'autant plus qu'il existe une autre explication à ces douleurs dans la poitrine bien plus vraisemblable qu'un problème cardiaque. Mais je pense avoir déjà expliqué hier qu'il existe une incertitude par rapport à cette explication compte tenu des antécédents professionnels de monsieur. Bon, je n'ai pas continué dans cette piste professionnelle parce que la radiographie n'a rien montré qui indique une pathologie professionnelle pulmonaire. Donc on en revient à l'explication la plus simple, qui est une corrélation chronologique, à savoir que c'est une conséquence du phénomène explosif, du blast explosif. Donc parmi les lésions entraînées par un blast explosif, vous avez les atteintes de l'oreille. Je rappelle que monsieur a présenté des acouphènes immédiatement après. C'est l'organe le plus sensible à un blast. Et par ordre d'importance, le deuxième organe le plus sensible, ce sont les poumons.
Et les poumons peuvent présenter des ruptures localisées ou étendues qui peuvent aller jusqu'à un pneumothorax, qui peuvent aller jusqu'au décès de la personne par embolie gazeuse. Et les seuls symptômes que le patient ressent au départ, ce sont des douleurs dans le thorax et éventuellement des crachats sanguins. Ici, on a au moins les douleurs et l'acouphène qui vont bien ensemble. Et donc, finalement, la conclusion, telle que je la suggère en fin de mon rapport, c'est que tout ça est probablement à rattacher au phénomène explosif. Fort heureusement, sur le plan des douleurs, ce symptôme semble avoir disparu. Merci. Donc vous indiquez aussi à la même page, et je cite, « Actuellement, il se dit incapable de courir, étant tout de suite essoufflé, et il a dû pratiquement abandonner cette activité. » On parle de la pratique de football. Je sais pas. Est-ce que vous avez fait procéder à un test d'effort à la personne ? Les tests d'effort en cabinet, vous faites allusion aux tests réalisés par les cardiologues. Quand j'ai fait mes études, il y avait un test très simple qui était proposé, qui consistait à monter et descendre très rapidement d'une petite échelle. Mais ce test est en fait superfétatoire parce qu'il suffit de demander s'il est essoufflé quand il monte des escaliers ou pas. Heureusement, on a des tests plus élaborés maintenant, mais dont seuls certains cabinets spécialisés en cardiologie ou en pneumologie disposent, et qui consistent à pratiquer des efforts sur bicyclette, mais c'est plutôt dans une optique cardiologique que pneumologique. Donc pour bien comprendre ce que vous me dites, c'est que vous n'avez pas fait le constat clinique indépendant de ce symptôme. Vous avez juste accepté ce que vous disait la personne, comme étant une réalité. Un examen médical commence par un interrogatoire médical, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc monsieur dit être essoufflé, mais nous ne le voyons pas, donc dans certaines circonstances, comme courir, mais nous ne le voyons pas essoufflé, arrivant essoufflé au cabinet. Donc ça permet déjà de se situer dans un range de difficultés, qui sont des difficultés respiratoires, de dyspnée à l'effort, qui ne sont pas objectivables dans le cadre d'un examen médical, dans le cadre de l'examen des conditions d'examen que j'ai pu faire, qui est un examen médico-légal. Donc s'il y avait un doute précis au stade d'évaluer le pourcentage d'incapacité de monsieur, je le référais, comme je référais tout à l'heure, comme je l'ai dit, à un psychiatre, je référais probablement à un pneumologue, un avis pneumologique. Mais on n'en est pas à ce stade-ci. Il s'agit ici de dire si monsieur conserve des séquelles dommageables et si elles sont constitutives d'une incapacité. Je pense que j'avais suffisamment d'éléments pour répondre à cette question. Merci. Alors, dans vos conclusions, à la page 0381, paragraphe 7, donc c'est la page 15 de votre rapport, monsieur. Vous dites, au vu de l'ancienneté des lésions, de leur nature vraisemblable et de leur évolution, la consolidation peut être considérée comme acquise. Compte tenu des délais habituels de stabilisation des cicatrices cutanées et de l'absence de consultation psychologique, un délai de 18 mois paraît correspondre le mieux à la stabilisation des lésions présentées. Fin de citation.
Est-ce que les lésions étaient stabilisées au moment où vous avez examiné cette personne? C'est ce que j'écris. Ah, en était-on déjà à 18 mois? Oui, probablement. Voilà, de l'examen. Comptez 18 mois à partir des faits. Ah oui. Sauf que votre examen clinique, les faits, pour déterminer si une blessure est stabilisée ou non, c'est à l'examen que vous pouvez constater si une blessure est stabilisée. La date des faits est seulement hypothétique à ce stade. Non, elle n'est pas hypothétique. Nous sommes plusieurs années après les faits et comme cela arrive souvent en expertise, on examine les personnes alors qu'elles sont effectivement consolidables depuis longtemps, qu'elles sont à un stade de stabilisation. Ici, il y avait néanmoins, que c'est ce que j'ai écrit, deux éléments qui auraient pu prolonger l'évolution des lésions. C'est la nature cutanée des lésions, la nature dermatologique des lésions et la nature psychologique d'autres séquelles. Ces deux séquelles-là, on sait qu'elles peuvent continuer à évoluer beaucoup plus longtemps que d'autres. Et on estime par exemple que pour évaluer un dommage dermatologique, il faut tenir compte d'un minimum de 18 mois avant de décider qu'il n'y aura plus d'évolution. Et pour les séquelles de syndrome post-traumatique, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sans traitement, le devenir de certaines séquelles, quand il y en a, est beaucoup plus incertain. Mais après quelques années, on peut être certain qu'il n'y aura plus d'évolution ni dans un sens ou dans un autre, sauf éventuelle incidence d'une prise en charge psychothérapeutique, mais on peut quand même être réservé par rapport à l'apport d'éventuelles prises en charge aussi tard après les faits. Alors, monsieur le témoin, ma question était plus simple. Est-ce que quand vous examinez une personne, vous examinez des lésions ou des blessures? Est-ce que vous pouvez déterminer si la blessure est, comme vous dites, consolidée ou non, ou stabilisée? Oui, bien sûr. Donc bien ma sûr. question, c'est au moment de votre examen, indépendamment de la date, est-ce que vous avez pu constater si la blessure était stabilisée ou non? Mais je l'ai écrit, la consolidation peut être considérée comme acquise. D'accord. Donc, si je comprends bien ce délai de 18 mois, la blessure aurait pu arriver n'importe quand, avant 18 mois, avant votre examen, donc avril 2012. Can you slow down? Pardon. S'il vous plaît, ralentissez. Je vais répéter ma question pour l'interprétation. Comme vous dites que les blessures étaient stabilisées au moment de votre examen, et que vous dites que le délai de stabilisation est environ 18 mois, la seule certitude que vous avez, c'est que les lésions sont apparues au moins 18 mois avant votre examen, c'est-à-dire avril 2012. Donc ça pourrait être 2011, 2010, 2007, 2005. On est bien d'accord? Je ne partage pas ce que vous dites, c'est pas du tout ce que j'ai écrit. J'ai dit qu'une consolidation aurait pu être proposée plus tôt, en réalité, c'est-à-dire probablement à partir de 18 mois après les faits. Je ne dis rien d'autre. Merci. Alors, si on va à la page 0374 de votre rapport, page 8, donc il s'agit de l'évaluation neuropsychologique. Et vous dites avoir proposé un test dit PCL-S à la personne. Et ce n'est pas le même test que celui dont nous avons parlé tout à l'heure. Pourquoi avoir proposé un test différent?
J'avais amené avec moi 2 types de tests. Et je ne savais pas a priori quel était le mieux adapté au type de cas que j'aurais à examiner, puisque je ne les avais jamais vus auparavant. Et donc un test s'est avéré plus approprié, parce que plus explicite, plus compréhensible, plus accessible dans les questions telles que formulées dans le test. C'est celui